Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, geeks et geekettes, codeurs et pas codeurs, petits et grands et menus frettins, bienvenue sur ce nouveau live. J'espère que vous allez bien. Je vois qu'il y a déjà pas mal de monde dans le chat, donc je reprends les petits hello habituels. Salut Fixou, salut Xavier alias XALS, Julien 23TW, Stéphane Philippard, des bisous, des bisous. Il y a //42, il y a René alias Hugla, déjà, Monsieur G. Ligier, Haricot Toto, premier message dans le chat a priori, donc bienvenue à toi. Je vois qu'il y a donc Mister Laurent Chélus, Fabien Trégan alias Mister Trégui. J'espère que tu vas bien, Jérôme et Dominix Org. Bref, il y a tout plein de monde. Bienvenue à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Donc, une reprise du live, ça faisait peut-être ces 2 dernières semaines, j'en avais pas donné, puisque j'avais eu quelques petites réorganisations, dont la semaine dernière, un petit week-end prolongé, et aujourd'hui, on reprend les bonnes habitudes. On va parler tech, mais on va parler surtout personnage de la tech. Vous l'aurez compris au niveau du titre, on va parler de Donald Knuth, qui pour moi est globalement le maître Yoda, très clairement, du code. Voilà, vous allez voir, si vous le connaissez, vous n'allez peut-être pas apprendre grand-chose, peut-être quelques fun facts. En tout cas, si vous ne le connaissez pas, vous allez voir que c'est quelqu'un d'extrêmement important dans l'informatique. Avec beaucoup d'anecdotes à raconter sur ce personnage, et donc c'est quelqu'un que j'admire particulièrement pour tous les travaux qu'il a fait, tout ce qu'il a pu apporter au niveau de l'informatique, et donc voilà, donc je vais vous parler de lui parce que ça fait partie un peu de la série que j'ai envie de lancer et que j'avais déjà inaugurée avec Denis Ritchie. Cette fois-ci on va la formaliser, qu'on va appeler Légende du code. Voilà, donc Donald Knuth fait partie de ces légendes du code que je vais vous raconter aujourd'hui. Donc Donald Knuth, de qui on parle? Déjà, je vais vous afficher sa petite photo ici. Voilà, donc Donald Knuth, c'est lui. Donc, alors si je parle de Maître Yoda, les mauvaises langues d'entre vous diront qu'il a effectivement une tête de Yoda, mais c'est quelqu'un, vous allez voir, d'extrêmement passionnant sur toutes les études qu'il a pu faire. Et donc Donald Knuth, c'est quelqu'un qui est né donc le 10 janvier 1938 à Milwaukee, dans le Wisconsin. Et quand on dit Wisconsin, on ne peut pas s'empêcher de dire « Hello Wisconsin !» Donc, les parents de Donald Knuth, ce sont donc qui s'appelaient Erwin et Louise. Donc, ce sont des gens qui faisaient partie du mouvement luthérien. Et son père était instituteur à l'école luthérienne, pardon. Et tout ça, ça va avoir un impact notamment sur la façon dont il va aborder certaines choses et certains principes de sa vie. Donc, je vais passer sur tout le mouvement luthérien. Je ne suis pas du tout spécialiste sur ce sujet, donc je ne vais pas raconter de bêtises. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il a été toute sa jeune scolarité dans une école luthérienne. Et c'est aussi grâce à ça que il a développé une forme de passion aussi pour la musique, et on va y revenir assez rapidement. Donc, dans l'école luthérienne, dans ce mouvement, il y a une chose qui était très très importante dans la formation à l'époque de ces jeunes années, c'est que il y avait une importance assez particulière qui était donnée aux mots, qui était donnée à la grammaire, à la structure des phrases, etc. Donc il a développé vraiment une passion très très jeune sur tout ce qui est structure de vocabulaire, structure de phrases, et vous allez voir, c'est pas s'il est éloigné quelque part de toute la partie structure du code, parce que ça a vraiment forgé chez lui un véritable amour de la structure des choses. Donc, ce qui est assez amusant, c'est que à un moment donné, il y a un épisode de sa vie où il était assez jeune. Je crois que c'était l'équivalent du début du secondaire aux États-Unis, et donc il y avait eu un concours qui a été organisé par un produit qui s'appelait la barre géante Ziegler. Et donc, il y avait un concours qui était organisé dont le but était de voir combien de mots on pouvait former en tout avec toutes les lettres de Ziegler's Giant Bar.
Et donc c'était exactement le genre de défi qu'il aimait bien relever, et donc il s'est passionné pour ce concours, il s'est dit j'ai envie de le gagner. Et donc ce petit malin, il s'est fait passer pour malade pendant 2 semaines, voilà, juste pour pouvoir chercher le nombre de mots complets qu'on pouvait constituer avec les lettres de Ziegler Giant Bar. Et donc il en a trouvé en gros, tenez-vous bien, 4500. Le gars, il a trouvé 4500 mots qui étaient composables avec ces lettres, sachant que les organisateurs du concours, eux, n'en avaient trouvé que 2500. Donc vous comprenez bien qu'à ce moment-là, il a reporté aisément la victoire, il a reporté le challenge, et en fait, il a même dit plus tard, après ce concours, qu'il s'est dit « Ah là là, si j'avais su que je pouvais utiliser l'apostrophe, bah, j'aurais pu trouver encore plus de mots. » Donc vous voyez déjà comment le mec était câblé. Donc il a gagné le concours et il a remporté une télévision pour son école en récompense. Ensuite, il est arrivé à la fin du secondaire, donc il est allé au lycée, donc il est arrivé à un moment de sa vie où il devait commencer à faire des choix un petit peu sur qu'est-ce qu'il allait apprendre, quelle voie il allait suivre, etc. Et il s'est passionné vraiment énormément pour la musique, j'en ai parlé tout à l'heure. Et il a commencé donc à étudier la musique, et il s'est intéressé au saxophone, au tuba, et donc il participait à l'orchestre de l'école. Et un instrument qui est assez important pour lui, auquel il a commencé à jouer, et il continue à en jouer encore de nos jours, c'est l'orgue. Sachez que d'ailleurs chez lui, il s'est fait construire un véritable orgue, et je parle pas d'un petit synthé Casio, bon tant pis, acheté au supermarché du coin, il a un véritable orgue chez lui, et donc c'est une pratique dans laquelle il est passé maître. Mais revenons à nos moutons. Donc il s'est beaucoup passionné pour la musique à ce moment-là, mais il a quand même pas négligé ses études. C'est-à-dire que c'était quelqu'un d'extrêmement introverti. D'ailleurs, il paraîtrait qu'il l'est toujours, mais beaucoup moins, mais quelqu'un qui avait peu confiance en lui. Donc il a travaillé beaucoup sur la musique. Et aussi, il a travaillé donc en parallèle sur toutes les matières scolaires, parce qu'il avait besoin de prouver qu'il était bon quelque part, et donc de montrer qu'il était fort. Et comme il avait très peu confiance en lui, il s'est mis à travailler, mais vraiment très très fort, on va dire comme un damné, si j'ose dire. Et donc il a obtenu son diplôme d'école d'études secondaires au milieu des années 50, avec la moyenne générale la plus élevée qui a jamais été obtenue dans son école. Donc déjà, vous voyez que le mec, c'est juste le top... le top du top, le mec juste il bosse, il obtient la moyenne générale, le mec il trouve 4500 mots, il aurait pu en trouver plus pour un concours. Donc vous voyez déjà un petit peu comment ça amène ce cerveau. Pour autant, ce qui est assez intéressant, c'est que il s'intéressait pas encore aux mathématiques, il commençait un peu à s'intéresser à l'informatique qui était très naissante, puisque au début, entre le milieu des années 50 et le début des années 60, rappelez-vous, on n'avait pas la micro-informatique telle qu'elle existe aujourd'hui. Mais il a commencé à s'intéresser à tout ce qui était informatique, notamment quand il a pu avoir accès à un ordinateur IBM, mais on y reviendra un petit peu après. Donc, un truc qu'il faisait aussi à l'école, pendant que nous, on griffonne sur nos cahiers en noircissant les dents des gens ou en faisant des petits dessins de chats ou ce genre de choses, lui, il s'amusait à dessiner des courbes mathématiques avec des formules uniquement pour comprendre un petit peu comment étaient constituées ces courbes, pour savoir comment, en termes de formules mathématiques, ça pouvait se représenter. Et donc il faisait tout ça à la main. Donc il avait des formules, il les calculait à la main et il dessinait les courbes à la main, pendant que nous aujourd'hui on utilise un ordinateur pour faire ce genre de choses. Donc ça lui a permis quand même de comprendre quelque part un petit peu comment fonctionnaient vraiment les choses. Et comme dit Giligier dans le chat, oui, c'était un geek. Et je vais y revenir après, parce que c'est un mec qui a un esprit très geek et avec un humour qui est assez particulier. Mais on va revenir un petit peu après. À l'époque, c'était pas encore un trait de sa personnalité qui était très affirmé. C'est venu bien après, mais bon, c'est quelqu'un effectivement qu'aujourd'hui on qualifierait de geek. Je dirais même au-delà de nerd. Donc, en fait, tout ça, ce travail qu'il faisait sur les courbes mathématiques, ça rejoint très clairement finalement le concours auquel il avait participé. C'est-à-dire c'est quelque chose de vraiment long, qui est difficile, etc. Mais c'est quelque chose qui lui le passionnait, d'arriver à essayer de comprendre comment fonctionnaient les choses, et donc d'arriver à se représenter mentalement parlant un petit peu toute la partie mathématique.
Donc il a travaillé un petit peu de façon acharnée et le problème c'est qu'en fait, comme je disais tout à l'heure, il manquait vraiment beaucoup de confiance en lui. Lorsqu'il est arrivé à un moment donné à l'orientation de ses études, il a dû faire le choix et on lui a proposé une bourse pour aller étudier la physique. La physique à l'école, c'était le Case Institute of Technology, qui est à Cleveland dans l'Ohio, et il accepta d'aller faire ses études là-bas, et puis il a commencé donc à intégrer le cours de physique. En fait, ça s'est révélé qu'il n'était pas particulièrement intéressé par la physique, notamment toute la partie pratique, c'est-à-dire remplir des éprouvés, de faire des choses, enfin toute la partie physique ne l'intéressait pas particulièrement. Il a commencé vraiment à s'orienter beaucoup plus vers la section mathématiques. Donc un jour en fait il s'est retrouvé à attendre un bus pour aller à l'orchestre du Coulage et il a raté ce bus. J'ai noté cette anecdote, je vais vous la lire. Donc un jour qu'il devait se produire à l'orchestre du Coulage, il rata le bus qui l'y conduisait. Se retrouvant avec du temps libre, il tenta de résoudre un problème posé par l'un de ses professeurs de mathématiques. Sa résolution lui valut automatiquement un A dans ce cours et lui donna l'impulsion nécessaire pour se dire que les mathématiques étaient peut-être plus adaptées que la physique. Donc en fait, c'est quelqu'un qui était assez indécis, mais il avait quand même un esprit très tourné vers les mathématiques et ça va avoir effectivement, ça va donner énormément de sens à sa vie. Et donc, il s'est rendu compte que finalement, tous les travaux pratiques de physique, ce que je vous disais tout à l'heure, c'était vraiment pas fait, c'était pas pour lui. Il était vraiment plus dans une approche, on va dire, d'un esprit simplement mathématique, c'est-à-dire d'une réflexion pure, plutôt que de la physique avec des expérimentations, ce genre de choses. Donc au Case Institute of Technology, c'est là où il a commencé à prendre contact avec l'informatique puisque cette université s'était dotée d'un ordinateur IBM 650 et donc il a commencé à pouvoir avoir accès à cet ordinateur et il en a consulté les manuels. Donc les manuels qui expliquaient comment faire fonctionner l'ordinateur, mais pas que, c'est-à-dire comment commencer à programmer des choses dessus, bien sûr avec les techniques de l'époque. Je rappelle que le langage C et tous ces langages n'existaient pas encore, donc c'était quand même assez très fruste. Et donc il a dévoré le manuel de cet ordinateur et il s'est dit à un moment donné que les exemples qui étaient donnés étaient quand même plutôt pas mal, mais il pouvait faire mieux. Donc il a commencé à creuser. Et il a commencé à écrire des programmes informatiques justement pour pouvoir comprendre un peu comment fonctionnait ce nouvel outil naissant réellement qui arrivait et puis de commencer à résoudre des problématiques. Et l'un des premiers programmes qu'il a écrit, c'est un programme qui permettait d'analyser les performances de l'équipe de basketball du collège. Donc ça a donné un certain retentissement à l'époque parce que c'était une véritable première application pratique vraiment très grand public si j'ose dire d'un ordinateur et IBM s'en est servi d'ailleurs pour en faire la pub de cet ordinateur. Et on aurait pu penser que ça aurait donné un peu plus de confiance en Donald Knuth à l'époque, mais pas du tout. Il se sentait vraiment en complexe d'infériorité et donc il a continué à travailler. Et donc, lorsqu'il a obtenu sa licence en juin 1960, il a reçu, à titre exceptionnel, finalement, un double diplôme. Parce que normalement, il devait recevoir, je crois, ce que l'on appelle un BSc, Bachelor of Science. Et il a reçu en même temps un BSc et un MSc, donc Master of Science, pour la simple et bonne raison qu'il était tellement brillant à l'école. Il était tellement performant qu'en fait, tous les travaux qu'il faisait pour avoir son bachelor étaient tellement avancés qu'ils lui ont donné d'office le master qui allait avec. Il dépassait de loin tous les élèves et la plupart de ses professeurs étaient assez unanimes pour dire que c'était quelqu'un de réellement brillant et que les papiers qu'il écrivait étaient plus d'un niveau master, voire d'un niveau supérieur. Donc il a commencé à publier un article de mathématiques alors qu'il était juste doctorant et en fait il s'est pas contenté d'écrire un article pour son doctorat, il en a écrit 2 d'affilée sur des choses sur des sujets assez poussés en concept mathématique. Je ne saurais même plus dire lesquels parce que j'ai déjà oublié et c'est assez complexe. En tout cas, il a écrit donc 2 papiers, ce qui était un fait quand même assez rarissime à l'époque, et donc on voit que c'est quand même quelqu'un qui était assez avancé.
Puis ensuite, début des années 60, il est parti à Caltech, donc le California Institute of Technology, que vous connaissez très probablement, hein, Caltech qui est vraiment l'université californienne de recherche qui est ultra connue, sur lequel d'ailleurs il y a un très grand département maths, physique et spatial d'ailleurs. Et donc il a passé son doctorat en mathématiques là-bas pour sa thèse qui était semi-corps fini et plan projectif. Rien que le fait de se dire ça, on ne sait pas trop de quoi ça parle, mais on sait que c'est très puissant. Donc il a continué à travailler là-dessus et en même temps il a commencé à s'intéresser de plus en plus à la partie développement logiciel, et il a commencé à devenir au passage un consultant en développement logiciel pour une entreprise, et ce qui lui a permis de pouvoir commencer à mettre le pied vraiment sur l'application des mathématiques sur l'informatique. Et c'est là qu'il a commencé à s'intéresser sur l'une de ses grands sujets. Les travaux qu'il a effectués, c'est notamment sur les compilateurs. Il a commencé réellement à étudier tous ces sujets sur les compilateurs, et à l'époque, il a commencé à travailler un petit peu sur la rédaction d'un livre sur le sujet, qui lui était demandé par, de mémoire, Addison Wesley. Et donc, il s'est rendu compte que écrire un livre sur les compilateurs ne serait pas suffisant pour traiter tous les sujets dont il voulait traiter, et notamment tous les sujets d'algorithmie. Donc c'est ce qui a donné naissance au tout début, au final, à son grand ouvrage qui est connu, peut-être que vous en avez entendu parler, The Art of Computer Programming, donc qui est l'œuvre majeure de ce monsieur, qui est un bouquin qui était prévu donc en 7 volumes, qu'il a commencé à écrire dès 1969, ou 1968 pardon, et qui est toujours inachevé aujourd'hui. Il a prévu 7 volumes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui il n'a achevé que 4 des volumes. Il a achevé donc le volume 1, 2, 3. Ensuite il a achevé le volume 4A et le volume 4B, qui, soit dit en passant, est sorti que très récemment. Le volume 4B est sorti en 2022. Donc c'est dire qu'il n'est même pas certain qu'il va finir d'écrire son livre The Art of Computer Programming. Mais si vous avez l'occasion de consulter ce livre, faites-le, notamment toute la partie qui touche à l'algorithmie. C'est une mine d'or extrêmement impressionnante sur comment fonctionnent les choses en informatique. Alors il a dans ce livre vraiment traité des aspects sur la théorie de la compilation, sur de l'algorithmie, notamment l'organisation des structures de données. C'est quelqu'un qui a apporté énormément sur les structures de données, table de hachage, les arbres, etc., etc. Et tout est extrêmement bien décrit dans The Art of Computer Programming, TAOCP comme on dit, et notamment il y aborde dedans un certain nombre d'algorithmes, et notamment les algorithmes de tri, sur lesquels il a travaillé énormément, qu'on doit retrouver dans le volume 2 si ma mémoire est bonne. Et tous ces travaux ont fait que il a apporté énormément dans le domaine de l'algorithmie. C'est vraiment un cerveau pur, quelqu'un qui a travaillé vraiment sur toute la partie théorique, avec une finalité quelque part, qui a permis de faire rejoindre les mathématiques vers l'informatique. Ce qu'il faut savoir, c'est que Knut, en 1972, rien que pour ses travaux, a reçu le prix Turing, donc qui est l'équivalent du prix Nobel, très clairement, mais pour la partie informatique, pour l'ensemble de ses travaux. Et c'était en 72, donc à une époque où il était entre guillemets encore jeune. Et on voit qu'après, il a continué donc à travailler un petit peu sur ces sujets. Donc, très clairement, Knut, c'est quelqu'un qui est très prolifique. Mais il n'a pas été prolifique que dans le domaine de la science pure, c'est-à-dire de la théorie informatique, mais c'est un programmeur invétéré. C'est quelqu'un qui a produit un énorme nombre de logiciels, et l'un des plus connus est TeX, donc TeX, qui a donné naissance ensuite à LaTeX, donc puisque c'est quelqu'un, pour écrire ses papiers de recherche, il n'était absolument pas satisfait des outils informatiques qui étaient à sa disposition à l'époque, notamment pour pouvoir écrire des formules, pour pouvoir faire une mise en page qui soit vraiment au cordeau, etc., etc. Donc il a écrit TeX, qui est vraiment un outil de description, comme aujourd'hui on a le HTML pour pouvoir décrire un petit peu nos documents modernes dans nos navigateurs. Lui, il a écrit TeX pour pouvoir décrire la structure de papiers scientifiques de recherche.
Et force est de constater, c'est que ça a eu un impact considérable, puisque ça lui a permis donc d'écrire ses papiers, mais ça a permis aussi à l'ensemble de la communauté scientifique d'écrire des papiers de recherche et de pouvoir notamment faire apparaître de façon plus simple, si j'ose dire, des formules extrêmement complexes dans ces papiers de recherche. C'est quelqu'un aussi, de fait, par son approche très musicale, quelqu'un qui a un esprit, vous l'aurez compris, qui est assez rigide, mais pas rigide dans le mauvais sens du terme, mais il accorde une énorme importance aux tout petits détails. Et donc, en parallèle de Tech, il a développé, pour avoir une représentation parfaite de ses documents, Metafonte, puisqu'il s'est énormément intéressé à l'aspect graphique des polices de caractère, et donc à toute la partie typographique, notamment pour que ce soit lisible, pour que ce soit correctement bien imprimé, et que ça puisse s'imprimer partout de la même manière. Donc il a développé Metafonte. Alors pour Tech et Metafonte, ce qui est assez intéressant, c'est que par exemple, c'est là où on retrouve un petit peu son humour geek, c'est quelqu'un qui, pour versionner son logiciel Tech, il utilise pi et les décimales de pi. C'est-à-dire que la première version du logiciel Tech était la version 3, la seconde version, la version 3.1, la version suivante, la version 3.14, etc., etc. Donc en fait, chaque fois qu'il sort une version de son logiciel, il ajoute une décimale de pi à numéro de version, et donc finalement ça va dans le sens où, comme il l'expliquait une fois, c'est que il se dit que le développement logiciel est quelque chose de relativement infini, et le nombre de décimales de pi étant infini par nature, on sait qu'il pourra développer indéfiniment ce logiciel, et donc il va tendre des numéros de version vers l'infini comme ça. Donc ça, c'est un aspect très geek de sa personnalité, et il l'a fait notamment pour Metafonte, et je crois que c'est Metafonte sur lequel il utilise le nombre E, le nombre d'Euler, de la même façon, où justement on va commencer par 2, virgule, toutes les décimales du nombre Euler qui vont aller tendre comme ça vers l'infini. Donc c'est quelqu'un qui a un humour qui est très geek, et c'est quelqu'un vraiment de très très geek. La preuve en est, je vous parlais donc The Art of Computer Programming, donc on va dire globalement ce qu'on peut qualifier de l'œuvre de sa vie quelque part. Et évidemment, dans un tel volume d'écriture, dans un tel volume d'informations, il n'est pas rare d'avoir des coquilles, de faire des petites erreurs, etc. Et donc, dans la préface de son livre, il a écrit que tous les lecteurs, contributeurs, toutes les personnes qui trouvent des erreurs dans le livre peuvent lui envoyer un message pour dire où est l'erreur, et recevront en compensation, plutôt en gratification de leur découverte de cette erreur, un hexadollar. Et donc un hexadollar, qu'est-ce que c'est ? C'est très clairement 256 cents, c'est-à-dire 2,56 $. Et donc, Knut a systématiquement, quand il recevait, alors parfois il fallait plusieurs années avant qu'il réponde et que l'erreur soit complètement recroisée et avérée, mais en tout cas, chaque fois qu'il recevait une demande comme quoi que quelqu'un avait trouvé une erreur dans un de ses livres, eh bien évidemment, il envoyait un chèque signé de sa main d'un hexadollar qui permettait donc aux gens de recevoir cette contribution. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début des années 2000, de mémoire, il avait versé jusqu'à l'équivalent de plus de 20 000 $ en hexadollars. Mais c'est là où c'est plutôt malin. C'est-à-dire que Knut, ayant conscience d'être quelqu'un de relativement connu dans la communauté et quelqu'un d'extrêmement rigoureux, c'est donc très très difficile de trouver une erreur dans ses écrits. La plupart des gens n'endossaient jamais le chèque. La plupart des gens préférant garder le chèque, un peu comme une preuve d'avoir eu quelque part une récompense très difficile à atteindre, et beaucoup de gens finalement ont reçu ces chèques et les ont mis sous verre dans un cadre affiché dans leur salon. Donc ce qui est plutôt assez malin de sa part, puisque ça lui a permis de verser quelque part une récompense sans forcément que les gens endossent réellement cette récompense. Et encore aujourd'hui, il y a les chèques qui ont été faits de Donald Knuth sont très recherchés par les collectionneurs.
en termes vraiment de référence geek et je dirais preuve de son humour assez particulier. Alors au début, je crois que c'était au début des années 2000, il y avait des problèmes de fraude de chèques, quelque chose comme ça, et donc en fait il a créé entre guillemets une pseudo-banque, une fausse banque donc de chèques qu'il émettait lui-même. C'est assez rigolo. Je sais plus, je vais retrouver ça. C'était la banque de sans serif, voilà, la banque de sans serif. Et sans serif, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une île imaginaire qui a été imaginée donc dans les années 70, fin des années 70, pour le 1er avril. Et donc ça a été inventé par le Guardian. Et donc Donald Knuth a inventé la première fausse banque de l'île de sans serif pour pouvoir émettre ses chèques. Donc ça montre bien que c'est quelqu'un qui a un humour et un esprit, un véritable esprit humoristique sur ces sujets. Donc pour en revenir un petit peu sur le fond de ses recherches, donc il a eu des champs de recherche assez importants donc dans la théorie des compilateurs, la théorie des structures de données. Il y a de nombreux algorithmes qui portent son nom ou qui coportent son nom. Par exemple, l'algorithme de recherche de Knut Morris Pratt, qui a été publié fin des années 70, qui est extrêmement utilisé pour faire une recherche rapide de motifs dans des chaînes de caractères. Ça c'est l'un des algorithmes qui l'a aussi rendu célèbre, mais il y en a plein d'autres. Et fait qui est assez intéressant, c'est que Donald Knuth, pour travailler sur toute la partie donc The Art of Computer Programming, évidemment il travaillait sur la partie algorithmique, mais n'avait pas nécessairement accès aux ordinateurs dont il avait besoin au moment de ses recherches. Et la problématique qu'il avait, c'était que écrire un algorithme dans un langage, par exemple, dans les années 70 pour une plateforme donnée, prenons par exemple les machines, j'en sais rien, de Digital Equipment ou IBM, le problème c'est que ces machines devenant vite obsolètes, en fait, il s'est rendu compte que quelques années plus tard, le code qu'il écrivait dans ses ouvrages serait difficilement compréhensible ou réutilisable. Et donc c'est là où il est très malin, il a inventé une architecture qui s'appelle l'architecture MIX, qui permet donc de créer une sorte d'ordinateur virtuel, qui est une machine virtuelle abstraite, avec un jeu d'instructions particulier. Donc un jeu d'instructions qui contient donc un processeur, donc c'est un processeur virtuel qui contient des instructions avec des registres, des instructions qui permettent de charger des registres avec une valeur, de pouvoir faire des additions, des soustractions, etc. Et donc ça lui a permis de pouvoir illustrer son livre avec donc des algorithmes avec un niveau d'abstraction qui était suffisant et donc qui n'était pas lié à une architecture matérielle, une architecture physique particulière. Et ça c'est plutôt malin parce que c'est ce qui fait aussi que ses écrits, les ouvrages, les algorithmes qu'il a présentés sont toujours valables aujourd'hui, et il existe donc des projets qui permettent de faire fonctionner de faire fonctionner le code qu'il a écrit dans une machine virtuelle MIX, compatible MIX. Donc l'architecture MIX qu'il a créée, on peut voir ça un peu comme une architecture RISC, si on peut dire, et qui a été créée donc en 1968, au tout début où il a commencé donc à travailler sur TAOCP. Et donc ce qu'il faut savoir, c'est que la machine virtuelle MIX, elle contient 4000 mots. Donc chaque mot, 4000 mots mémoire. Alors c'est pas des octets, parce qu'à l'époque les octets c'était pas forcément comment je dirais, donc des bytes, ce qu'on se représente aujourd'hui, hein, des ensembles de 8 bits, etc. Donc c'était des mots avec chacun qui contiennent 5 octets et un signe, et donc qui sont tous adressés de 0 à 3999. Et donc ça permet d'avoir une machine virtuelle qui permet donc d'exécuter des instructions qui n'existent pas donc dans cette machine virtuelle, et avec un certain nombre de périphériques virtuels. Donc il a entre guillemets créé une forme de QEMU bien avant l'heure, puisqu'il permettait de simuler des périphériques de sortie, notamment donc des télétypes, des télétranscripteurs, des disques, des lecteurs ou des inscripteurs de cartes perforées, ce genre de choses, etc. Donc ça c'est assez intéressant. Alors évidemment, lorsqu'il a écrit MIX fin des années 60, bien évidemment l'informatique a énormément évolué, et fin des années 90, je crois que c'était en 99,
il a fait évoluer son architecture mix qu'il a renommée donc MMix, il a très clairement créé une architecture RISC, une architecture virtuelle CPU RISC, donc qui est 64 bits, avec plus de registres, plus d'instructions, etc. Et donc aujourd'hui, Mix et MMix peuvent être interprétés dans des machines virtuelles. Il existe des projets, notamment un projet GNU sur le sujet, qui permet donc de prendre tout le code Mix et de pouvoir le faire fonctionner dans cette machine virtuelle. L'avantage de tout ça, c'est que dans TAOCP, c'est-à-dire Computer Programming, vous pouvez prendre tous les exemples, les mettre dans votre machine virtuelle et ça va vous démontrer comment fonctionne l'algorithme. Donc ce qui est assez intéressant, puisque vous avez et d'une part l'explication mathématique de l'algorithme dans le livre. Ça va être par exemple des algorithmes de recherche, des algorithmes pour faire des tables de hachage, ce genre de choses, et leur représentation dans un pseudo langage machine abstrait. Et donc qui vous permettra de comprendre un petit peu comment on peut écrire ce code. Et une grosse partie de ces travaux ont été effectués comme ça. Donc c'est quand même assez intéressant, je trouve, et c'était vraiment assez novateur pour l'époque. Donc bon, Knut, c'est quelqu'un qui s'est retiré, on va dire, de la vie professionnelle il y a quand même un moment, et c'est quelqu'un qui est aussi connu pour de nombreuses quotes qu'il a pu dire. L'une de ses plus célèbres, et une que je cite assez souvent d'ailleurs, qui est assez intéressante, c'est concernant l'optimisation. C'est quelqu'un qui a une approche très particulière de la programmation et qui cherche d'abord donc effectivement à essayer de résoudre un problème et ensuite d'optimiser de façon algorithmique avant d'optimiser de façon technique. Et une des quotes qu'il a sortie qui est restée assez célèbre, c'est l'optimisation prématurée est la source de tous les maux. Et effectivement, il part du principe qu'avant d'essayer d'optimiser un problème pour répondre à une contrainte particulière, la vitesse, l'utilisation mémoire, etc., il est plus intéressant d'essayer de mettre en place un algorithme, d'essayer de le comprendre avant d'essayer même de l'optimiser. Et ça, c'est quelque chose qui est assez clair finalement, et que tout le monde devrait appliquer au quotidien, ce qui n'est pas toujours le cas, où le nombre de personnes qui cherchent à optimiser ou résoudre des problématiques d'optimisation avant même de comprendre le besoin réel ou d'avoir fait une optimisation dite algorithmique, c'est quand même... il y en a encore beaucoup dans notre domaine. Pareil, il a une quote que j'aime beaucoup concernant les algorithmes. C'est un algorithme doit être vu avant d'être cru. Je trouve ça assez intéressant, notamment par rapport à notre mode de développement moderne et ce que l'on vit aujourd'hui. On parle beaucoup d'algorithmes dans les médias, etc. On met le mot algorithme sur un peu tout et au final on ne sait plus trop ce qu'il y a derrière un algorithme, et parfois on nous dit oui, moi j'ai développé tel ou tel produit avec mon algorithme d'IA, puis en fait si on regarde vraiment sous le capot, son algorithme d'IA c'est une suite de if et de else. Donc bref, je trouve ça assez intéressant parce que ça montre aussi un certain recul, et je trouve que c'est très sage de dire ça. D'ailleurs, Goose le dit dans le chat, de dire quel sage homme. Un algorithme doit être vu avant d'être cru. Je pense que ça parle... cette quote parle d'elle-même, très clairement. Après, il en a des tonnes et des tonnes. Alors évidemment, je vous partagerai beaucoup de liens, notamment les liens vers ces quotes, dans le replay qui sera sur YouTube cet après-midi. Et vous verrez qu'il y en a un paquet qui sont assez rigolotes. Une, par exemple, dans laquelle il dit « Les programmes sont conçus pour être lus par des humains et par effet de bord, pour être exécutés par des ordinateurs. » Voilà. Donc ça montre bien que c'est plutôt quelqu'un qui est plutôt dans l'esprit. Voilà, donc Knut, on pourrait en parler pendant des heures et des heures et des heures. Là encore, je vous raconte très rapidement une partie de sa vie, une partie de son œuvre. C'est quelqu'un qui est vraiment intéressant à plus d'un titre, et j'ai envie de dire très clairement, pour moi, c'est vraiment le maître Yoda des informaticiens, parce que c'est quelqu'un qui a énormément apporté à notre domaine. Moi, très clairement, hein, si jamais je viens à avoir...
Knut face de moi, moi ça va se passer comme ça, hein, très clairement. Hein. Je ne suis pas digne, je ne suis pas digne, ça c'est clair. C'est quelqu'un de vraiment très connu et reconnu dans le marché. Et sans lui, je pense que il y a beaucoup de domaines en mathématiques et en informatique qui ne seraient pas ce qu'ils sont. Voilà, très clairement. Donc voilà un petit peu pour la vie de Donald Knuth, la vie un petit peu résumée, évidemment. Alors, je vous parlais tout à l'heure qu'il a reçu l'équivalent du prix Nobel donc, en informatique, hein, le prix Turing, mais sachez qu'il a reçu énormément d'autres prix. Il a reçu des prix de mathématiques par l'American Mathematical Society en 86. Il a reçu la médaille Franklin en 88. Il a été élu à l'Académie des sciences en 92. Il a reçu la médaille Adelskold de l'Académie suédoise en 94. Il a reçu le prix, la médaille John von Neumann en 92, etc. Donc c'est quelqu'un qui a reçu un nombre de prix considérable. Du fait de ces recherches vraiment novatrices et qui ont tellement apporté à notre industrie. Je me répète encore une fois, mais c'est vraiment quelqu'un qui mérite, qui est très peu connu du grand public au final, et d'ailleurs qui est très peu connu même de nombreux informaticiens et informaticiennes, et je pense qu'il gagne à être connu. Et si jamais un jour vous avez l'occasion, encore une fois, de lire The Art of Computer Programming, faites-le. Alors vous ne pourrez pas lire tout le livre, il y a des parties qui sont extrêmement poussées en mathématiques, je vous assure que c'est pas piqué des hannetons, mais toutes les parties assez techniques qui parlent de structure de données, d'algorithmie, etc. sont vraiment ultra intéressantes. Faites-le. Moi je m'étais payé une édition il y a très très longtemps, il y a plus d'une trentaine d'années de ça, des 3 premiers volumes de The Art of Computer Programming. J'avais cassé ma tirelire pour ça, pour le faire importer des États-Unis à l'époque. J'étais jeune et peut-être un peu naïf de croire que j'allais comprendre ça, mais ça m'a quand même beaucoup apporté en tant que développeur. Il est rangé quelque part, faudrait que je remette la main dessus, un de ces quatre, je ne l'ai pas ici, sinon je vous aurais bien montré l'un des volumes. Mais bon, vous pouvez trouver ça sur le net. Par contre, c'est assez coûteux si vous voulez acheter. Et certaines éditions sont beaucoup plus recherchées que d'autres. Voilà, sachez-le. Voilà. Et donc, il y a Xavier qui dit il a été invité au laboratoire d'informatique de Bordeaux il y a quelques années. Ah, tu vois, j'ignorais. Ça, tu vois, moi, j'aurais bien voulu être là. Je pense que c'est quelqu'un qui mérite à être rencontré et à aller écouter comme beaucoup d'autres. Voilà, et Gigi qui me dit il n'a pas reçu le prix Knuth. Alors, le prix Knuth, effectivement, il ne l'a pas le reçu lui-même. Donc, le prix Knuth, c'est un prix, alors je vous lis la page Wikipédia, c'est un prix pour les contributions au niveau de la recherche informatique, voilà, donc qui a été nommé en son honneur. Voilà. Et donc, c'est un prix qui existe depuis 96, de ce que je vois. Et les personnes qui reçoivent ce prix touchent, en plus du prix, $5 000. Voilà. Voilà. Donc, effectivement, il n'a pas reçu lui-même le prix Knuth. Mais bon, c'est quand même un prix qui porte son nom. Voilà pour le sujet d'aujourd'hui. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. Donc le sujet, donc là on est plutôt dans la dimension légende du code. Je referai d'autres sujets comme je l'avais fait donc sur d'autres personnes et sur Knuth aujourd'hui. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont un peu inconnues et du grand public et de notre caste de développeurs et développeuses, et donc qui méritent d'être connues parce que c'est des personnes qui ont énormément apporté à l'informatique, et elle ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui sans ces personnes-là. Donc je referai d'autres sujets, je pense, sur d'autres personnages importants, hommes et femmes évidemment, puisque je pense qu'il y a beaucoup à apprendre, et en creusant, c'est terrible quand on prépare un sujet tel que celui-ci, c'est qu'on commence à tirer le fil sur quelque chose, et on tire le fil et on tire une somme d'informations et de documents assez impressionnants. Et puis ça nous amène aussi de se dire ah bah oui, cet algorithme il existe parce que cette personne a fait ça à tel moment. Et ça, je trouve ça assez fabuleux. Voilà. Dominique me dit superbe, merci Olivier, c'était pas évident tellement Knuth en a fait. Ouais, faire tenir tout ça en une quarantaine de minutes, c'est très 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 difficile tellement il en a fait. Moi je ne peux que vous conseiller d'aller vous intéresser à sa vie. Comme je le disais, je vous partagerai tout un tas de liens.
Et après, comme je vous ai dit, par capillarité, vous trouverez évidemment votre bonheur. Voilà. Et JDG qui me dit, donc, il faut écrire un livre, Les légendes de l'informatique. C'est une super idée, en fait. Alors, je ne prétendrai pas avoir cette capacité à écrire un livre comme ça. Et puis, en plus, je trouve que ce serait très dur parce que c'est un livre qui ne pourrait pas tenir en un seul volume tellement il y a de gens, de personnes importantes dans l'informatique et donc ça mériterait de faire des choix où ce serait le cœur serré de dire cette personne je mets dans le livre et cette personne je ne la mets pas dedans ou je la mettrai dans un prochain volume, mais c'est vraiment super, c'est une super bonne idée. Je pense que ça permettrait effectivement de faire connaître un petit peu ces personnes au grand public. Voilà. Bah écoutez, on en a fini pour le live d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On va aller basculer chez l'ami Titi Moby qui se prépare à faire son live. J'espère qu'il est prêt puisqu'on va faire le raid des familles comme d'habitude. Hop, le raid Titi Moby. Est-ce qu'il est prêt? Je ne sais pas. J'initialise le raid en tout cas. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau sujet. Je ne sais pas encore lequel, bien que j'ai quand même une petite idée. Je pense que ça pourrait vous plaire. Voilà, d'ici là, je vais vous souhaiter une excellente semaine. Et puis, on reste en contact dans les internets. N'hésitez pas à venir me pinguer et à discuter et à geeker. Surtout, passez une excellente semaine. Je vous fais des bisous. Bye bye.